Bonjour Monsieur Adam, merci de me recevoir dans votre permanence à Rouen. Bonjour. Vous êtes le député de la première circonscription depuis 2017 à Rouen. Vous faites partie du parti Renaissance et vous êtes membre de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Ah, maintenant, je suis membre de la commission du développement durable et de l'aménagement des territoires depuis 2022. Ah, Ça a d'accord. changé. Merci pour cette précision. Je m'appelle Sarah Chebel, je suis la journaliste d'Investali et de son média dédié .etf. On est du coup dédié sur les ETF. Investali a signé la lettre Educfi adressée à Gabriel Attal et Nicole Belloubet. Mais vous avez aussi signé cette lettre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a motivé dans cette signature? Alors moi, faut avoir à l'esprit qu'avant d'être député, je travaillais dans une banque du territoire normand. Et donc j'ai une éducation financière assez importante et je constate tous les jours que malheureusement les sujets de finances et de gestion d'un budget sont pas toujours maîtrisés par tous, alors même que c'est extrêmement important dans sa vie quotidienne, mais également pour la décision collective et le métier que j'exerce aujourd'hui, la fonction que j'exerce en tant que député. Et j'ai été amené il y a quelques mois à être rapporteur d'un projet de loi sur l'industrie verte, notamment sur la partie financière de ce projet de loi, dans laquelle je suis intervenu sur différents sujets, notamment sur la création d'un nouveau produit d'épargne pour les mineurs, qui va arriver dans quelques semaines, quelques mois, pour orienter l'épargne des mineurs à long terme, pour financer notre transition écologique en France, qui va être investie dans des entreprises, dans du capital d'entreprise et dans des projets pour mener à bien notre transition. Et j'ai constaté à quel point on avait des efforts à faire en termes d'acculturation des citoyens à la gestion financière et aux différents produits financiers, y compris par exemple le conseiller bancaire de terrain, celui qui vous reçoit pour vous parler des produits de crédit, d'assurance et autres. Ils ont aussi une connaissance financière qui est parfois à parfaire. Ils ont une très bonne connaissance des produits d'assurance vie, des produits d'épargne classiques type livret A ou autres, mais sur d'autres produits d'épargne parfois plus intéressants pour notre économie, qui sont plus, on va dire, qui permettent mieux d'investir dans notre économie réelle. Ils sont peut-être parfois un peu moins experts et du coup le conseillent moins aux citoyens. Et donc du coup à la fin, on n'a pas assez d'argent qu'orienter vers ce qui nous permet vraiment à notre pays de pouvoir créer des emplois, créer des produits, créer de la recherche-développement et donc aider notre économie globalement à avancer. D'accord, très bien. Donc vous êtes vraiment centré sur les jeunes, puisque c'est les acteurs de demain. Il y a eu un changement majeur dans cette direction. À la rentrée dernière, donc en septembre 2023, il y a le passeport Educfi qui a été lancé. Donc c'est réservé à tous les élèves de 4e au collège, parce que les élèves à cette époque-là, ils sont tous scolarisés, ils ont moins de 16 ans pour la plupart du moins. C'est une formation de 2 heures. Est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être ce dispositif, quels sont les sujets abordés et dans quelles conditions? C'est vraiment une introduction, si je puis dire, au sujet de l'éducation financière. Et donc, c'est comprendre quelques mécanismes de fonctionnement de l'économie, comment s'occupent les dépenses, les recettes, comment se constitue un budget, comment on réfléchit un peu à ces dépenses. C'est vraiment, voilà, si vous voulez, le premier cours d'éducation financière que l'on peut avoir pour bien comprendre comment tout le système fonctionne et ainsi pouvoir être des citoyens quand ils seront adultes, autonomes, qui recevront un salaire et qui auront des dépenses à faire, de pouvoir être autonomes et de pouvoir comprendre comment tout cela s'articule et comment fonctionne tout ça. D'accord, très bien. Donc moi j'ai noté qu'il parle de la gestion du budget, l'apprentissage des outils bancaires et d'assurance, le compte, le crédit, l'épargne, l'assurance, c'est assez complet au final. Il y a vraiment un besoin de compréhension des notions économiques et la gestion des finances personnelles, puisque c'est bien d'avoir l'argent, mais c'est bien de savoir le gérer. Tout à fait. Savoir planifier les dépenses et les épargner, parce que au final, en fait, souvent c'est un peu des gros mots, on n'en parle pas, etc. Mais c'est hyper important et c'est bien de le faire jeune. Absolument. Peut-être à l'époque où il commence à avoir un petit peu d'argent de poche, etc. Absolument. Non, mais effectivement, c'est essentiel de pouvoir gérer son budget, de pouvoir comprendre quelles sont ses dépenses, quelles sont ses recettes, donc ses revenus, et effectivement avoir capacité, en menant à bien ses dépenses et pouvoir se faire plaisir, d'arriver à épargner pour faire face aux imprévus et aussi pour investir dans l'avenir. Quand vous allez avoir besoin d'acheter un scooter, une voiture, puis plus tard une maison, il faut avoir de l'argent de côté pour pouvoir ensuite éventuellement aller voir une banque pour contracter un prêt immobilier. Voilà, on a besoin évidemment d'avoir tout cela en tête et de le comprendre. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ces cours d'éducation financière dès le collège.
D'accord, très bien. Et à la fin des 2 heures de formation, c'est souvent à l'époque de la semaine de l'éducation financière, au mois de mars, il y a un questionnaire de 10 à 20 questions qui est proposé aux élèves, et comme ça, on vérifie Leur niveau. leur niveau. Et en parlant du niveau des Français, la Banque de France a réalisé une étude récemment auprès de tous les Européens, donc il n'y a pas que nous. La France a obtenu la note de 12,45 sur 20. On se situe dans la moyenne européenne, mais ça reste pas une note non plus extraordinaire. Est-ce que vous avez déjà une réaction face à ce score et peut-être comment faire pour l'améliorer? Alors, le score, il est pas surprenant, même si on pourrait considérer qu'il est peut-être plus haut que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'on soit peut-être plutôt autour de 10 et on est au-dessus des 12, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Quelque part, les Français sont plus au courant que ce que je pensais de ces sujets d'éducation financière. Après, 12, c'est pas 20 sur 20, ça veut dire qu'il y a encore des efforts à faire. Et j'imagine que là, on n'a pas été interrogé les 14 ans et plus, mais tous les Français, quel que soit leur âge. Oui. Et donc, ça prouve bien qu'il y a encore des efforts à faire et que c'est important parce que au quotidien, on doit gérer un budget, on doit vivre sa vie, avoir ses revenus, avoir ses dépenses, et on doit gérer ça de manière concrète. Et donc, c'est important d'avoir une très bonne connaissance de ces sujets-là pour savoir justement là où je dois mettre mon argent dans une épargne. Est-ce que, vous savez, on parle beaucoup des dépenses contraintes, c'est-à-dire des dépenses qui tous les mois reviennent parce que vous avez une assurance, vous avez un crédit immobilier, vous avez je ne sais quoi. Et du coup, il faut arriver à isoler par rapport à ses revenus, ses dépenses contraintes pour savoir quelles sont la part qu'on peut consacrer à ses plaisirs et à l'épargne. Et c'est important de pouvoir regarder régulièrement ses dépenses contraintes, comment elles évoluent, et de regarder ce que je peux épargner, parce que c'est important d'avoir toujours un peu d'épargne de côté, qui va pouvoir nous permettre de faire face à des imprévus, y compris les bonnes nouvelles. Parfois, c'est je veux partir en vacances, bah, c'est toujours bien d'avoir mis un peu d'argent de côté pour pouvoir partir en vacances, sinon vous allez avoir du mal à pouvoir le faire. Donc ça participe de l'éducation financière, de connaître tout ça. D'accord. Est-ce que vous avez peut-être une idée de comment faire pour améliorer ce score au niveau de tous les Français, pas uniquement les jeunes? Oui, alors il y a beaucoup de choses qui sont à faire. Évidemment, auprès des nouveaux publics, on va dire le flux de nouvelles personnes qui vont devenir adultes, c'est important qu'on puisse les acculturer à ces sujets, donc leur expliquer comment ça fonctionne. Et puis après, c'est important de le faire tout au long de la vie, parce qu'on sait que, par exemple, beaucoup de gens qui sont en précarité financière importante, ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à gérer des budgets. Et que pour résorber les problèmes de surendettement ou des personnes qui ont vraiment du mal à pouvoir faire face à leurs besoins, y compris les plus primaires, c'est-à-dire y compris arriver à se loger correctement ou à manger correctement, c'est parfois parce qu'il y a des mauvais choix qui sont faits ou une mauvaise gestion de leur argent qui peut parfois être fait, des mauvais arbitrages. C'est-à-dire qu'il faut peut-être consacrer d'abord de l'argent pour se nourrir avant de consacrer de l'argent pour d'autres choix. Et donc ça, c'est important de pouvoir regarder ça de très près, en avoir connaissance. Je sais qu'il y a beaucoup d'assistantes sociales et d'acteurs sociaux qui interviennent auprès des plus précaires, qui ont ces difficultés financières, qui les aident justement à gérer leur budget et peut-être parfois à lutter contre certaines formes d'addiction sur l'alcool, sur la cigarette, sur les produits illicites, sur les jeux d'argent, parce que parfois ça participe aussi de cette dégradation des finances personnelles des citoyens. Et donc ça, c'est important qu'on puisse intervenir là-dessus. Et parce que voilà, on peut peut-être estimer que les personnes précaires parfois tombent dans la précarité parce qu'elles ont eu des accidents de la vie ou une mauvaise gestion à un moment donné. Et c'est important de regarder ça précisément. Et des choses même très bêtes, c'est par exemple, si je réfléchis à changer de travail et que le nouveau travail que je souhaite prendre, eh ben, il me coûte plus cher en déplacement, il faut s'assurer que, par exemple, les coûts de déplacement supplémentaires sont pas supérieurs aux gains de salaire en plus. Parce que sinon, on n'y gagne rien et à la fin, on y perd et du coup, au lieu d'améliorer son quotidien, on le dégrade. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont liées à l'éducation financière et qui changent la vie au quotidien et qui peuvent permettre d'avoir soit une vie satisfaisante, en tout cas où les plaisirs peuvent être présents, d'une vie où on peut pas se faire plaisir, on est frustré et du coup, on est un peu insatisfait. Donc ça, c'est essentiel. Alors, il n'y a pas de recette miracle pour tout ça. Mais le fait est que pour beaucoup de jeunes par le passé qui ont passé leur baccalauréat, s'ils n'ont pas forcément fait de cours d'économie et sociale, ils n'ont pas forcément appris l'offre et la demande, le fonctionnement du marché, la fixation du prix ou les produits d'épargne. Donc c'est important qu'on puisse acculturer les citoyens à ces sujets. Alors ça passe par toute initiative qui peuvent être faites par la presse, par des médias spécialisés, par les réseaux sociaux qui peuvent aussi être des vecteurs pour véhiculer des messages. Voilà, il faut essayer d'informer le plus grand nombre, leur expliquer. Et par exemple, nous, en tant que parlementaires, on est amené à expliquer un peu les enjeux, par exemple, d'endettement pour le pays,
les problématiques sur les crédits immobiliers, enfin tous les sujets financiers pour l'État, mais qui sont en fait la même chose que ce qu'on connaît à l'échelle individuelle. Et si les personnes ne maîtrisent pas à l'échelle individuelle ce que ça veut dire, ils vont pas forcément comprendre les enjeux des finances publiques. Et donc c'est important aussi à travers nous, notre communication et notre action politique, de pouvoir leur donner les clés de compréhension de ce qui se passe pour nos finances publiques à l'échelle nationale, puisque derrière, ce sont les impôts et les taxes des Français qui nous permettent de développer les dépenses, c'est-à-dire de financer l'éducation, la sécurité sociale, l'assurance chômage, l'armée et la police et la justice. Et donc ça, c'est important pour nous d'expliquer cette action. Et du coup, derrière, ça renforce aussi l'éducation financière. Voilà, tous les acteurs, y compris le conseiller bancaire du quotidien du citoyen, va aussi orienter le citoyen, l'aider en lui disant, bah là, vous avez vu, vous étiez un petit peu à découvert ce mois-ci, on va peut-être regarder ensemble les dépenses pour voir ce qu'on peut optimiser, etc. Donc là, tout le monde participe un peu à cette éducation financière pour améliorer le niveau de tout le monde. Et c'est dans l'intérêt vraiment de tous que l'éducation financière soit la plus développée, parce que c'est ce qui permet ensuite de pouvoir vraiment dégager le plus d'argent pour se faire plaisir et pour épargner. Et donc, du coup, épargner, c'est des investissements futurs qu'on peut faire pour soi-même. Exactement. Nous, chez Point ETF et Invest Alliance, on se concentre sur les ETF, qui sont des paniers d'actions qui permettent d'accéder à la bourse en limitant les risques, parce qu'il y a beaucoup de réglementations européennes, notamment, à ces sujets-là. Et les frais sont réduits comparé à peut-être du stock picking, ce qu'on appelle acheter une seule action chez Tesla, chez Total, etc. Et on est persuadé que si les Français s'éduquaient sur la finance et les ETF, ils pourraient déjà en avoir moins peur, parce que le sujet de l'argent, il est vachement tabou en France. On parle pas de son salaire, on parle pas de la bourse. La bourse, ça nous paraît un monde lointain, opaque, réservé aux riches surtout, alors qu'en fait, les ETF, c'est un bon moyen d'entrer dans la bourse petit à petit. Et il n'y a pas besoin d'investir des milliers d'euros, même des centaines d'euros. Il n'y a pas besoin de ça. Et du coup, c'est pour ça que nous, on essaie d'agir dans ce sens et de montrer aux Français que ça existe, déjà, parce que on voit un attrait de plus en plus probant là-dessus. On pense qu'on peut faire mieux. Bien sûr. Et après, je pense qu'il y a un point qui est important et que moi, je regarde beaucoup depuis que je suis député, notamment quand j'ai travaillé sur le projet de loi Industrie verte sur la partie financière, c'est un peu l'aversion des Français au risque. Oui. Beaucoup plus que dans les autres pays, les Français misent leur épargne beaucoup, soit sur de l'immobilier, qui est considéré historiquement comme un produit sûr, et puis qui est attaché un peu à un bien immobilier. Donc c'est sûr que ça paraît, on va dire, concret, contrairement à une action qui parfois paraît pas toujours très compréhensible. Et beaucoup sur les produits réglementés, livret A, livret d'épargne durable, et puis y compris certains produits d'assurance vie qui peuvent être aussi assez sécurisés. Et je pense que c'est important de rappeler que oui, il y a d'autres produits, par exemple les ETF, mais aussi des actions en direct qui sont plus risquées. Ça, il faut le reconnaître. En transparence, c'est plus risqué. Vous n'avez pas la garantie en capital. Vous pouvez perdre le capital. Exactement. Mais parce qu'il y a ce risque qui est plus important, vous avez aussi une rémunération attendue qui peut être plus importante. C'est pas toujours le cas. C'est pour ça qu'il faut que chacun vérifie les conditions, etc. Mais voilà, plus vous avez un niveau de risque important, plus potentiellement vous avez une rémunération qui est importante. Et ça, c'est aussi important de le rappeler parce que effectivement, on a tendance à faire le distinguo et l'opposition entre actionnaires et salariés. Mais les salariés peuvent être actionnaires de leur entreprise. Et c'est important parce que quand l'entreprise fait des bénéfices, elle va en affecter une partie à des primes ou à des augmentations de salaire pour les salariés et une autre part en plus de celle qui est dédiée à l'investissement pour le futur d'entreprise, la R&D, etc., sous la forme de dividendes pour rémunérer la prise de risque réalisée par les actionnaires. Et que l'on soit salarié de son entreprise ou simplement épargnant, ça peut être intéressant d'avoir des actions en bourse parce qu'on sait, pour le coup, à long terme, en général, mais c'est à long terme, la bourse est plus rémunératrice que n'importe quel livret réglementé ou que d'autres produits d'épargne, mais à condition de pas forcément retirer l'argent au mauvais moment. Il faut être prêt à se dire, je ne le retire pas à ce moment-là parce qu'on vient de subir une grande crise économique et du coup la bourse s'est cassée la figure, la valeur des actions a beaucoup baissé, il faut que j'attende plusieurs années, mais on sait que sur une longue période, la bourse est en général plus rémunératrice que d'autres produits d'épargne. Après, effectivement, il faut arriver à comprendre les produits dont on parle
Et c'est parfois peut-être un peu le sujet sur les ETF, c'est que ça paraît, est-ce que c'est des morceaux d'actions, c'est un agrégat de plein de choses, c'est des produits complexes, comme on les appelle. Et donc, parfois, ça peut faire un peu plus peur que juste une action qui est liée à une entreprise en tant que telle, même si l'ETF, comme elle est répartie sur plusieurs acteurs, ça permet de gommer un peu les risques qu'on prend si on mise sur une seule action d'une entreprise qui, à un moment donné, perd un marché, ou à une mauvaise gestion, ou à différentes raisons qui font qu'à un moment donné, le montant de l'action peut évoluer fortement à la hausse ou à la baisse. C'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est pour ça que tout produit d'épargne, il y a forcément des intérêts et des éléments qui sont un peu moins bien, mais c'est normal. Il n'y a pas de monde parfait. Mais voilà, ce qui est important, c'est que si vous voulez avoir un peu plus de rémunération, c'est important de pouvoir prendre un peu plus de risques. Après, tout dépend. Quand on parle d'épargne, il faut toujours connaître son horizon d'investissement. Dans combien de temps je vais avoir besoin de mon argent? Et parce que son horizon d'investissement va déterminer la prise de risque qu'on peut avoir et les produits d'épargne sur lesquels on est éligible. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut aussi s'aider de professionnels de l'épargne. Le premier professionnel, c'est avant tout son conseiller bancaire qui peut vous donner quelques premiers éléments. Et après, c'est celui qui nous connaît le mieux parce que c'est lui qui a accès à nos dépenses. Exactement, absolument. Et c'est le premier acteur chez qui on va se tourner instinctivement. Et après, il faut pas hésiter aussi à challenger ce qu'il dit par d'autres acteurs, en essayant de trouver les acteurs qui sont fiables, parce que il y a aussi tout un tas de charlatans qui vous vendent tout un tas de trucs sur Internet. On se souvient sur les bitcoins, etc. Il y a eu beaucoup de gens qui ont objectivement menti aux gens pour essayer de récupérer leur argent et faire un peu des pyramides de Ponzi, c'est-à-dire on récupère l'argent des uns pour au début, rémunérer les autres pour faire monter le montant qu'on a collecté. Puis au bout d'un moment, la personne s'en va et puis elle a collecté plein d'argent. Et puis beaucoup de gens se retrouvent en ayant tout perdu. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même investir sur des produits qui sont fiables, qui sont vérifiés. Et donc c'est toujours mieux de prendre des produits qui sont vérifiés par l'État, qui sont soutenus et qui sont validés par l'autorité de régulation des marchés financiers, par la CPR, etc. Donc on a toute une réglementation en France qui existe pour justement orienter, aider les épargnants, les citoyens à faire des bons choix. Et donc c'est important de pas trop sortir des sentiers battus et de faire attention parfois aussi aux promesses un peu trop mirobolantes qui sont faites et qui en général cachent quelque chose et une volonté de tromper. Voilà. Exactement. Mais merci pour cet échange très intéressant et complet. Vous avez répété ce que nous on dit régulièrement sur le risque, tout ça. Donc c'est hyper intéressant et ça montre que on est dans le vrai. Vous retrouverez cet épisode sur Spotify, l'application Investali, le site de .tf, où il y aura aussi une version écrite de cette interview pour ceux qui préfèrent. Okay. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite. Super. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.